Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. On se repose la question, une guerre peut-elle éclater dans le Golfe? 2 pétroliers ont été la cible d'une attaque d'origine indéterminée en mer d'Oman. Les États-Unis accusent l'Iran. Le scénario est-il un peu trop évident? Que faire des enfants de djihadistes? La Belgique rapatrie de Syrie 6 orphelins. Paris a récupéré une vingtaine de mineurs cette semaine. Comment sont choisis ceux qui peuvent rentrer? Quant aux adultes, que faire de ces étrangers partis rejoindre le groupe État islamique? Les Hongkongais ont-ils de bonnes raisons de s'inquiéter? Plus d'1 million de personnes dans la rue dimanche contre un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale. Hong Kong parviendra-t-elle à résister à l'ingérence croissante de Pékin? Les Suissesses font grève dans un pays où les manifestations sont rares. Les femmes sont appelées à se mobiliser pour leurs droits. La grève est-elle une bonne méthode? Et comment expliquer encore aujourd'hui l'ampleur des inégalités hommes-femmes? Voici pour le sommaire. On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs. Les voici. Agnès Rotivel, rédactrice en chef adjointe du service international de La Croix. La Croix, quotidien français chrétien et partenaire de Kiosque. En voici la une de ce vendredi. Elle est consacrée à l'éventuelle retraite des Américains en Afghanistan. Anne Giudicelli, fondatrice de Terrorisque, société de conseil spécialisée dans l'intelligence stratégique et le terrorisme international. Vous avez longtemps été basée dans les pays du Golfe. Siman Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde pendant 25 ans, grand reporter, notamment au Proche-Orient. Vous êtes un visage bien connu de nos téléspectateurs fidèles à 64 minutes, Le Monde en français. Enfin, Yves Tréhard, éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du quotidien français Le Figaro. Une longue carrière dans la presse hexagonale, depuis 20 ans au grand quotidien français de droite. Et puis nous retrouverons tout à l'heure Michel Cerutti, notre correspondant en Suisse depuis Genève. Merci déjà à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de l'actualité. Rappelez-vous, Anne et Slimane, il y a un mois vous étiez ici, on en avait déjà parlé de ces tensions croissantes dans le Golfe. Emballement à nouveau ces dernières heures, les Américains continuent de monter au front contre l'Iran, qu'ils accusent d'avoir attaqué 2 pétroliers hier jeudi dans le très stratégique détroit d'Ormuz. Cette vidéo a été publiée par l'armée américaine et elle serait la preuve de la responsabilité de l'Iran dans l'attaque des 2 navires. Sur ces images, on y verrait selon elle des militaires iraniens retirer une mine ventouse qui n'avait pas explosé sur l'un des 2 navires. Des accusations formellement démenties par Téhéran à l'ONU qui redoute un conflit. Hier, vers 6 h du matin, 2 pétroliers sont attaqués dans le golfe d'Oman, entre les Émirats arabes unis et l'Iran. 3 explosions sur ce tanker norvégien et des tirs, cette fois, sur l'autre navire japonais. Les membres d'équipage sont indemnes. Ils ont été sauvés à temps. En mai, 4 navires avaient déjà été sabotés dans le golfe d'Oman. 1/5 de la demande mondiale de pétrole transite par le détroit d'Ormuz. On voudrait déclencher un conflit qu'on ne s'y prendrait pas autrement, Agnès? C'est une région sensible, donc forcément, ça soulève beaucoup d'attention et le Conseil de sécurité s'est réuni assez vite. Alors que pour d'autres crises, on ne se précipite pas comme ça. Donc c'est vrai que pour tout le monde, pour les Occidentaux, c'est important parce que c'est l'approvisionnement de l'Occident en pétrole. Mais moi, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, parce qu'on ne peut pas savoir vraiment, enfin l'image que vous avez montrée est très très floue, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Si ça se trouve, les Iraniens sont allés sauver l'équipage, ce qui a apparemment été le cas. Et on peut émettre des doutes sur le fait que les Iraniens aient voulu saboter un des cargos japonais alors qu'ils recevaient le Premier ministre japonais en visite. Mais à part ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est à qui profite cette crise. C'est surtout ça. Moi, je pense que c'est un peu comme les romans policiers. Pour essayer de comprendre, il faudrait essayer de déterminer à qui est-ce que cette histoire profite. Et alors, là, il y a plusieurs acteurs. Alors, ça profite à qui? Je rebondis sur ce que vous dites, Slimane. À qui ça peut profiter d'abord? Alors, on peut dire, cyniquement, ça profite à tout le monde pour peu que ça ne dégénère pas. Ça profite à l'Iran qui, à peu de frais, envoie un message subliminal sur sa capacité de nuisance via des groupes satellites qu'il soutient. Donc vous sous-entendez que c'est l'Iran qui aurait... Non, je dis, même si les Iraniens ne sont pas derrière cette histoire, ils peuvent toujours dire, quand même, ça laisse entendre de quoi seraient capables nos partisans. Ça arrange les Saoudiens et les Émiriens qui pourraient dire, regardez
comment l'Iran a un double langage, qui reçoit un négociateur pacificateur et qui en même temps attaque des bateaux. Et ça arrange les Américains. Les images sont assez floues. Vous l'évoquiez, Agnès. C'est une preuve, c'est pas une preuve. Ça reste assez flou quand même. Ça pourrait ressembler à la fameuse petite fiole de Colin Powell au moment de l'intervention américaine en Irak, qui a servi à justifier, qui a été une preuve fabriquée. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas complètement persuadée que ça profite à tout le monde. Je pense que ça profite à personne, cette affaire. En fait, pour le moment, on teste effectivement quelle est la capacité de résilience de chacun. Quand même, il y a des conséquences au niveau du marché mondial des hydrocarbures. Il y a eu tout de suite des réactions au niveau des bourses. Bon, ça, c'est d'où la réaction. Ils sont retombés assez vite. Ils sont retombés, effectivement. Mais bon, ça prouve la réactivité quand même du marché et la convocation du Conseil de sécurité là-dessus. Donc ça fait quand même quelques semaines que ça traîne. Les Européens, pour l'instant, n'ont montré aucune capacité à interférer sur cette guerre frontale via, évidemment, les pays du Golfe, certains d'entre eux, et puis les Américains. Donc, non, je pense que c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Ça ne profite à personne. Et à force de tester les capacités de résilience des uns et des autres, ça peut tout à fait dégénérer. Il suffit d'une étincelle, Yves ? Je ne sais pas, on ne sait pas effectivement qui sont les auteurs de ces agressions. Moi, je pense que s'il y a un pays auquel ça profite le moins, c'est probablement les États-Unis. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les États-Unis s'engagent dans un bras de fer armé dans cette région du monde, je pense que comme les précédents bras de fer qu'ils ont engagés, militaires, j'entends, dans la région, ils en sortent perdants, parce qu'ils sont quand même sortis perdants de tous les bras de fer qu'ils ont conduits dans cette région du monde. Et donc, Monsieur Trump peut tendre les muscles, avoir des attitudes belliqueuses. Entre ça et puis le résultat il est rarement bénéfique. Et puis, mais je dirais qu'il y a une chose qui m'inquiète beaucoup plus, moi, que ça. Ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est quand même c'est pas tellement les États-Unis d'ailleurs, c'est plutôt l'attitude de l'Arabie Saoudite et c'est plutôt le conflit à distance, la guerre froide que se mène l'Arabie Saoudite avec l'Iran, avec pas plus tard que ce matin, j'étais avec des interlocuteurs qatariens et ces interlocuteurs qatariens sont complètement du côté des Iraniens. Et on sait que les Qatariens sont juste à côté des Iraniens et des Saoudiens ils sont en pleine rupture diplomatique actuellement. Donc, je dirais que c'est plutôt ça qui m'inquiète. Je pense que logiquement, une guerre est impossible. Pourquoi? Parce que tout le déploiement militaire américain vise quoi? Il vise à prémunir la région contre une perturbation de l'acheminement de pétrole. Or, le meilleur moyen de perturber, mais alors pour de très longues années, cet acheminement de pétrole, c'est d'y déclarer une guerre dont les premières cibles seraient justement les installations pétrolières. C'est pour ça qu'on est dans un entre-deux qui consiste à menacer de faire la guerre pour ne pas la faire, justement. Slimane, oui, mais c'est là où, moi, les Américains, il faut toujours s'en méfier quand même, parce que les Américains n'ont pas besoin de ce pétrole-là. Avec le gaz de schiste qu'ils ont et le pétrole de schiste, je crois que maintenant leur importation de pétrole est réduite à vraiment une portion congrue. Et donc, ça pourrait inciter Donald Trump, justement, à aller en guerre, à partir en guerre là-bas. Attention, j'ai pas dit que c'était ça qui allait se produire, mais il faut toujours se méfier. Non, je pense qu'effectivement, personne ne la veut, la guerre, mais tout le monde veut faire en sorte que ça soit l'autre qui la déclenche. En fait, c'est ça. C'est ce jeu qu'on a depuis plusieurs semaines. Si d'aventure la guerre arrivait, c'est pas de nouveau. Voilà, c'est-à-dire que l'Iran... peut en profiter dans la mesure où ça fait toujours un ennemi extérieur et on sait qu'il en a besoin en interne. Bon. Mais par ailleurs, l'Iran ne sera jamais celui qui aura déclenché la guerre. Alors sur l'Iran, je serais un petit peu plus modéré parce qu'on sait très bien qu'en Iran, il y a plusieurs factions.
Et elles peuvent jouer les unes contre les autres suivant les intérêts des uns, des autres, des conservateurs, des progressistes. Et donc pour l'Iran, je serais un petit peu plus mesurée. Par contre, pour l'Iran, c'est important aussi que les tensions se portent sur cette région, parce que d'abord, l'Iran est garante de la sécurité dans cette zone-là, comme l'est le sultanat d'Oman. Et en même temps, il est nécessaire pour elle de montrer sa capacité de nuisance. Parce que finalement, l'Iran n'a pas grand-chose. L'Iran n'a pas grand-chose dans cette histoire. Il y a Trump qui déboule avec les menaces, etc. Les menaces et les sanctions affectent énormément l'économie iranienne à un moment où vraiment ils espéraient pouvoir enfin redémarrer, etc. Et donc c'est tragique parce qu'en fait pour toute la population iranienne, elle est soumise à des sanctions qui sont très lourdes. Donc c'est une façon aussi, enfin à mon avis, c'est une façon aussi de dire attention, nous aussi on a une carte à jouer et on a une capacité de nuisance. Ça voudrait dire et l'Iran joue là-dessus. Pardon. L'Iran joue là-dessus. Oui, non, mais c'est ça, Anne, c'est-à-dire que ça voudrait dire que c'est l'Iran qui est derrière ça, puisque pour l'instant l'Iran se pose en victime et en agressé. Oui, mais l'Iran, c'est pas un groupe oui, bien sûr. homogène. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a les Pasdaran, il y a le président. Il y a 2 Irans. Il y en a même 3. Peut-être 3, oui. 3. Mais au niveau des décisionnaires, enfin, je veux dire, il y a une unité qui s'est quand même créée malgré, je dirais, l'organisation du pouvoir en Iran. Il y a quand même une situation que tout le monde partage. Après, comment on la gère, c'est les sanctions qui, effectivement, étouffent complètement l'économie du pays et les populations à l'intérieur du pays. Donc, Et il y a aussi la capacité de résilience. Cela fait 40 ans que la République islamique d'Iran est en but à toutes sortes de contraintes extérieures, de pression, de sanctions. Donc le régime a développé une expertise pour encaisser les coups, pour laisser l'adversaire s'épuiser, qui fait qu'en 40 ans, la République islamique n'a pas arrêté son expansion et son ascendance. Même si elle est plus fatiguée quand même, elle est un peu plus fatiguée aujourd'hui. Mais elle n'a pas arrêté son expansion et son influence à l'extérieur. C'est-à-dire, plus exactement, sa résilience, et surtout que la crainte aussi qui a été exprimée par les uns et les autres, c'est que, en fait, sa situation, du fait de sa situation bloquée, elle fasse jouer d'autres relais, d'autres de ses proxys, comme on dit, que ce soit en Syrie, en Irak, etc., pour perturber, pour parasiter, pour en fait... et ça marche. Bien sûr, ça marche. Pour le moment, ça a marché. Je vais vous laisser conclure sur Non, moi, je voulais simplement revenir sur le fait de ce que disait Yves Tréhard tout à l'heure sur l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est un pays qui a besoin de montrer sa puissance internationale et sa puissance aussi au niveau diplomatique, ce qu'elle ne faisait pas beaucoup auparavant. Et le Trump mise sur ce prince. Et beaucoup de problèmes dans le Moyen-Orient actuellement proviennent de cette politique qui n'est pas très construite et pas très, je dirais, on a du mal à lire quelle est la politique parce qu'il est un peu bout de feu, mais quand on est l'Arabie saoudite, on ne peut pas non plus gérer toute cette région, quoi. Et donc ça, c'est un élément de déstabilisation de la région qui est très fort. Et toujours aussi ces interrogations autour du rôle des États-Unis dans la région. Il faudra parier qu'on y revienne un jour ou l'autre prochainement. On en vient maintenant à cette épineuse question, celle du sort des combattants affiliés au groupe État islamique et en particulier à celle des mineurs. À l'instar de la France, des Pays-Bas et encore de la Norvège, la Belgique a décidé il y a 2 jours de rapatrier 6 enfants belges de djihadistes. Ces enfants sont ceux qui seront rapatriés en Belgique dans les toutes prochaines heures. Une fratrie de 3 garçons, un adolescent de 14 ans et sa petite sœur, et enfin cette jeune femme, emmenée de force par son père en Syrie il y a plusieurs années. Elle vient d'avoir 18 ans. Ils vivaient tous depuis des mois dans le camp de réfugiés de Halol, dans l'est de la Syrie. Cette semaine, une équipe de médecins a pu les rencontrer. Vous n'avez pas de diarrhée pour le moment? Si. Des psychologues faisaient aussi partie de la mission. Juste une balle, elle m'a pas touché, elle m'a frôlé le dos. Die jongen heeft heel wat gezien. Hij komt daartoe en zijn mama ligt gewoon op de grond met een kogel door de kop. Door wie, dat weet ik niet, door wie dat die kogel geschoten is. Maar... En dan uiteindelijk die mama samen met andere vrouwen naar beneden gedragen. Hij mee.
Ja, je wordt er wel stil van. Allee, die kinderen die hebben dingen gezien dat die niet horen te zien. Hè. Eux seront bientôt de retour, mais dans ce camp, il y a aussi une cinquantaine d'enfants belges qui vivent ici avec leur mère. Pour l'instant, il n'est pas question de les rapatrier, même si certains ont manifestement besoin d'une aide médicale. Autre problème, dans ce camp, les idées radicales circulent encore largement. La tenue de certains enfants vaut plus que de longs discours. Wat we ook gehoord hebben vandaag uit de verhalen is dat de radicalisering hier in die kampen enorm sterk toeneemt. Het is eigenlijk een klein kalifaatje. Iemand heeft me dat trouwens ook gezegd. Ja. Ik ben uit het kalifaat weggeraakt, wat terreur was, ook voor hen. Ja. Elke dag opnieuw proberen te ontsnappen aan de terreur. Ze komen hier terecht en het is hetzelfde. Pour cela, aucune date de retour en Belgique n'est pour l'instant programmée. Et en début de semaine, Paris a récupéré une vingtaine d'enfants, pour la moitié des mineurs sans parents. Les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Ce sont des victimes innocentes. Il faut trouver un consensus. Alors, pour chaque pays européen, puisque là on parle des Européens, a un petit peu sa politique. La Belgique a fixé la ligne qui est, à partir tout ce qui est en dessous de 10 ans, obligation de les ramener des camps donc dans le Kurdistan syrien. Pour la France et pour l'Allemagne, c'est des approches au cas par cas. De même que pour les Anglais, mais globalement, par exemple, ils ont déjà fait des déchéances de nationalité à certains, une en l'occurrence récemment, voilà, qui rentrait des camps. Donc on a plusieurs cas de figure, et c'est vrai qu'il y avait une réunion il y a quelques jours à Luxembourg pour étudier une idée qui est en l'air, à laquelle souscrivent les autorités françaises, à savoir la création d'un tribunal international spécial, dont les contours restent assez flous, mais qui permettrait surtout d'éviter aux Européens de rapatrier leurs djihadistes pour qu'ils soient jugés ailleurs. Ils seraient, alors selon les premières conclusions de cette réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, eh bien, on s'acheminerait, mais c'est quand même encore toujours très flou, vers un tribunal qui serait installé en Irak, avec des juges qui seraient de plusieurs nationalités. Après, les Nations Unies ne se sont pas prononcées là-dessus. Les Américains, eux, poussent depuis un bon petit peu, depuis la chute de Barouz, la fin territoriale de l'État islamique, eh bien, poussent évidemment tous les pays européens à rapatrier donc là, ça leurs concerne djihadistes. les adultes. Si on revient aux enfants, quels sont les critères si on parle d'un enfant, vous dites pour la Belgique, c'est 10 ans. À partir de quel moment un enfant qui a vu, qui a parfois même commis un certain nombre d'atrocités, peut revenir sans représenter un danger, en tout cas aux yeux de l'opinion publique? Écoutez, c'est assez compliqué. Il y a cette règle qui peut se comprendre en Belgique. Moi, je pense que les cas sont très différents les uns des autres. C'est vrai que quand vous avez moins de 10 ans, on peut difficilement, alors qu'en France, justement, on est en train de parler de l'irresponsabilité pénale en dessous de 13 ans. C'est vrai que quand vous avez ces âges-là, ça paraît difficile de penser que vous êtes complice ou vous êtes, je dirais, au cœur d'un système assassin. C'est pas pareil pour les mineurs qui peuvent avoir entre 16, 17, 18 ans. Mais au-delà de ça, je pense que vous avez des situations familiales qui sont très distinctes les unes des autres. Vous avez des enfants qui n'ont plus de parents, dont les parents ont été tués. Il faut effectivement les rapatrier, ceux-là. Et puis vous avez peut-être d'autres enfants dont les parents, ou au moins la mère, a peut-être été emmenée de force là-bas. Donc est-ce que vous pouvez les séparer? C'est quand même, on touche. Parce qu'on parle d'un pays comme la Syrie. Comment vérifier ces informations? Non, mais justement, c'est à nous de faire. C'est un argument des nationalistes flamands en Belgique cette semaine que de dire on les rapatrie et puis après les mères vont arriver. Oui. En réalité, si on se pose la question, comment vérifier? On vérifie. Attendez, ce sont des enquêtes qui doivent être menées. On a les moyens de les mener. Je suis désolé. Vous savez, on a quand même des hommes et des femmes là-bas, des services qui sont là-bas depuis très très longtemps, qui connaissent beaucoup de profils les uns et des autres. Tout ça, évidemment, est secret et c'est tout à fait normal que ce soit secret. Et donc, ça me paraît difficile d'avoir une règle et je suis
Et je suis tout à fait heurté par ces discours politiques qui veulent absolument faire entrer les gens dans des catégories. Deuxième chose, je voudrais parler du tribunal pénal international. Moi, je suis tout à fait... les enfants, je pense. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Après, le tribunal pénal international, moi, je suis personnellement complètement contre. Avec quel droit on va les juger ? Moi, j'en veux pour preuve, c'est la Cour pénale internationale, qui est une vaste fumisterie et qui doit être condamnée elle-même pour son fonctionnement. Donc le tribunal international, j'ai peur que ça soit une impasse. Il faut y réfléchir, mais j'ai peur que ça soit une impasse. On peut s'en sortir. Ça pose la question de la justice irakienne. On ne peut s'en sortir. Alors j'allais en finir par là. Ça pose la question de la justice irakienne. J'en finis par là. Révélation de votre journal, de votre quotidien cette semaine. C'est pour ça que je voulais en finir par là. Je vous en prie. Je pense que ça ne peut passer parce que la diplomatie, c'est pas non plus une science exacte. Je pense que sur ce dossier, on ne peut s'en sortir que par un marchandage. Je suis désolé, juridico-diplomatique. Qu'est-ce que vous entendez par diplomatico-judiciaire plutôt. Par exemple, bilatéralement, est actuellement à l'étude le fait pour l'État français de construire éventuellement, tout ça pour éviter la peine de mort, des centres sur place qu'on aurait la responsabilité de gérer. Après tout, pourquoi pas ? Internationale. Non, responsabilité française. Non, c'est-à-dire qu'il y a plein d'options sur la table. Il n'y en a aucune qui, pour le moment, soit satisfaisante. De toute façon, je ne pense pas que ce tribunal va aboutir. Non. Ensuite, il y a, quand on parle de centre, il y a évidemment derrière tout de suite la référence qui est celle de Guantanamo pour les Américains. Donc on est très embarrassé. Et la seule doctrine qu'on pourrait au moins avoir, c'est celle concernant les enfants. Comme les Belges l'ont décidé, ils ont franchi un pas. Nous autres Français, mais aussi nos voisins, n'ont pas encore font du cas par cas, ce qui peut être complètement légitime. Mais encore une fois, si on a une ligne et qu'après on fait revenir ces enfants, par exemple de 10 ans maximum, après on peut étudier le cas par cas, mais déjà les faire rentrer. La question qui se pose aussi, c'est qu'on sait que c'est quand, on l'entendait dans le sujet qu'on a entendu tout à l'heure, on sait aussi que c'est dans les prisons irakiennes qu'a vu le jour le groupe État islamique. Ça, c'est un risque aussi ? De toute façon, rester dans des camps ou alors être dans des prisons irakiennes, c'est prolonger la situation de ce que ces enfants, ces adolescents ont pu vivre. Je veux dire, ils restent toujours dans le bain de la guerre, des gens qui ont, pour certains, ils vivent dans un ressentiment familial de l'échec d'être partis dans cette aventure irakienne et d'avoir tout perdu finalement. Donc moi personnellement, je trouve très choquant qu'on laisse des enfants ou des adolescents dans ces situations-là, parce que de toute façon, surtout pour les adolescents, c'est pousser ces adolescents à devenir encore plus radicaux que ne l'étaient leurs parents probablement, parce que tout est réuni pour ça. Dans ces régions, d'abord, les conditions de vie sont assez terribles. Ils sont entourés de gens qui ne sont pas forcément, par exemple, les Kurdes n'ont pas forcément envie d'être très sympas avec ces gens. Il n'y a rien, il n'y a aucune structure pour ces adolescents et encore moins pour ces enfants. On parle souvent des Européens, puisqu'on est en Europe. En réalité, c'est du Maghreb que sont venus de très gros contingents pour le groupe État islamique. Quelle est la position des pays du Maghreb sur cette question du retour des leurs ? Alors, la question au Maghreb n'est pas une question, disons, de débat public. Mais il y a le Maghreb et on a oublié la Russie. La Russie est un des pays qui a envoyé, entre guillemets, un des plus gros contingents. Et la Russie qui n'est pas, bien sûr, et la Russie qui n'est pas réputée pour être le plus pointueux État pour le respect des droits de l'homme est le pays qui rapatrie le plus massivement. On sait pourquoi. Mais seulement les femmes et les enfants, pas les hommes. Les femmes et les enfants. Il y a même des avions spéciaux qui sont partis au Moyen-Orient pour les rapatrier. Les enfants sont ensuite répartis chez les oncles, les tantes, les grands-parents. Évidemment, il y a un suivi psychologique et les femmes sont débriefées, ce qui leur permet donc d'enrichir leur banque de données sur tous les groupes, sur tous leurs djihadistes qui sont en Syrie. Autre chose, l'Irak est l'arbre qui cache la forêt. Il y en a encore plus en Syrie. Bien sûr. Et le régime syrien est le seul régime. Donc dans les geôles syriennes, pas dans les camps. Dans les prisons syriennes. Il y en a, comme vous le savez, chez les Kurdes de Syrie. Il y en a probablement en Turquie, un peu en Jordanie, bien sûr. Oui, alors il y a pourquoi la Syrie les garde ? Juste, je pense que le régime syrien est celui qui en a le plus sous sa main et il a une doctrine. Le régime syrien
attend de négocier leur libération contre une reconnaissance et un rétablissement des relations diplomatiques. C'est ce qui est imposé, et je termine sur le Maghreb, c'est ce qui est imposé à la Tunisie. La Tunisie a envoyé plusieurs délégations de groupes pro-syriens à Damas pour les faire rapatrier. Le régime syrien les accueille formidablement, mais il leur dit non. Il faudrait que ce soit une démarche diplomatique de votre État. Oui, non, mais alors c'est différent pour les pays du Maghreb, d'abord parce que ces contingents, il y a déjà des expériences beaucoup plus, je dirais, renouvelées et beaucoup plus importantes que ce que les pays européens ont vécu. Quand il y a eu la guerre notamment en 2003 en Irak, où là il y avait d'énormes contingents, d'ailleurs notamment les Tunisiens figuraient en tête de la présence de djihadistes étrangers donc en Irak. Donc après, il y a déjà ces expériences. Le Maroc aussi. Donc eux, en plus, ce sont des pays musulmans. Donc ils traitent la question. En Arabie Saoudite, c'est pareil. Et donc ils ont des politiques de... En Arabie Saoudite, il y a des camps de rééducation. Ils appellent pas ça. Ils remettent dans le droit chemin. Donc c'est comme on considère que ce sont des déviants. Ceux qui font ça, c'est le terme arabe pour désigner... les égarés. Les égarés, mais les déviants, c'est encore plus... Bon, et donc, il y a d'ailleurs, quand Guantanamo, quand Obama voulait en terminer à Guantanamo, il a pu le fermer parce qu'il avait demandé comme condition que chacun des pays qui étaient des ressortissants des prisonniers de Guantanamo dispose d'un programme de réinsertion, comment on l'appelle. Donc ces pays-là l'ont, sauf en Tunisie, me semble-t-il, mais le Maroc et l'Algérie ont des expériences, donc peuvent s'appuyer sur ces expériences-là. Est-ce que la déradicalisation est possible? Est-ce que ça La marche? déradicalisation, vous avez quand même des expériences. Vous avez, chaque pays a des expériences de déradicalisation. En France, vous avez un rapport qui a été remis par une sénatrice qui s'appelle Madame Esther Benbassa. C'est un rapport que j'ai étudié de très très près, qui date un petit peu parce qu'on a fait des progrès depuis. La France, toutes les expériences de déradicalisation ont coûté cher, ont été très mal faites et ont été confiées à des gens incompétents. C'est la conclusion de Madame Benbassa. Et Madame Benbassa arrive à une conclusion, quand on la connaît en plus, c'est pas vraiment quelqu'un qui est réputé pour être liberticide. Elle dit, je résume à peine ce qu'elle dit, terroriste un jour, terroriste toujours. Agnès. C'est presque ça qu'elle dit. Non, mais au sens où c'est très difficile de radicaliser. Alors Agnès et puis Anne, je vous laisserai conclure. Moi, je pense que ça dépend de l'âge aussi. C'est vrai que si vous avez des jeunes qui ont 17, 18 ans... des adultes, hein, là. Voilà, 17, 18, mais même à partir de 17, 18 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour revenir sur les enfants ou sur les adolescents, il y a aussi une donnée importante, c'est est-ce qu'ils ont, en dehors de leur famille, père et mère, est-ce qu'ils ont de la famille? Je veux dire, il est possible aussi que s'il y a de la famille, des grands-parents ou des oncles et des tantes et qu'ils sont prêts à les prendre, c'est plutôt, à mon avis, beaucoup mieux qu'ils rentrent en France et qu'ils soient dans des familles, si celles-ci ont la possibilité de s'en occuper, plutôt que de les laisser dans ces espèces d'enfers que sont ces camps ou l'Irak et autres. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on dit qu'on veut les mettre aussi dans pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui sont orphelins, dans des familles, leur choisir des familles d'accueil, là, ça commence à devenir un peu compliqué. Il y a beaucoup de naïveté sur ces questions-là. Vous travaillez spécifiquement sur ce problème de déradicalisation. Je vous laisserai conclure là-dessus brièvement. Oui, non, écoutez, pour faire court, c'est une problématique très complexe où il y a à la fois de l'émotionnel, il y a du politique, il y a du géopolitique et il y a du social et de l'économique. Donc on est vraiment au cœur de toutes les problématiques. Aujourd'hui, dans toutes les étapes qui ont été mises en place, là où il y a consensus et il y a réalisme de ce qui peut être fait à ce niveau-là, des politiques de désengagement, comme on dit maintenant, eh bien, c'est pouvoir agir sur un individu. On ne va pas lui changer le cerveau, on ne va pas lui changer ses idées, mais en revanche, c'est intervenir sur le recours à la violence, c'est-à-dire comment on peut empêcher quelqu'un d'utiliser la violence, quoi qu'il pense, pour résumer. Et une problématique complexe, une problématique complexe, il va falloir qu'on avance, Slimane, pardon. Mais on aura l'occasion d'y revenir là aussi. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Agnès Rotivel de La Croix, Anne Giudicelli, fondatrice de Terrorisque, Slimane Zeguidour de TV5 Monde et Yves Tréhard du Figaro.
Hong Kong parviendra-t-il à résister au pouvoir de Pékin ? Dimanche, plus d'1 million de personnes ont défilé contre un nouveau projet de loi d'extradition vers la Chine continentale, soit 1 habitant sur 7 dans la rue pour défendre les spécificités de cette cité-État semi-indépendante. Si le projet de loi sur l'extradition est adopté, la frontière entre Hong Kong et la Chine continentale s'estompera. On peut dire que ce sera presque comme si les lois du continent sont appliquées à Hong Kong. C'est tout à fait déraisonnable. Cela détruirait totalement les libertés que nous avons toujours eues et la primauté du droit dont nous sommes si fiers. Cette loi va avoir un très large impact sur les nouvelles générations ici à Hong Kong. Donc si je n'étais pas venu, déjà qu'on ne peut pas faire grand-chose ces jours-ci, nous sommes tous terrifiés par cette loi. J'ai rejoint la marche aujourd'hui parce que je veux me battre pour la liberté que les Hongkongais sont supposés avoir. La patrie avait promis que nous aurions un pays et 2 systèmes. Mais maintenant, avec le régime de Xi Jinping, Carrie Lam et John Lee parient sur l'avenir des Hongkongais. La liberté que les Hongkongais avaient n'existera plus si cette loi est votée. Simone, est-ce que Hong Kong a de bonnes raisons de s'inquiéter de cette ingérence croissante de Pékin ? Oui, et d'autant plus que du point de vue de Pékin, ce n'est pas une ingérence. Je pense que le régime de Pékin considère que les libertés que réclament, que revendiquent les habitants de Hong Kong ne sont pas des acquis, mais sont des vestiges de la colonisation britannique. Des vestiges dont il faudrait se débarrasser. Et du point de vue, vu que c'est un État qui est totalement à l'abri des pressions extérieures, donc sa volonté de réabsorber Hong Kong, qui rappelle aussi que Taïwan aussi est dans sa visée, et son ambition surtout de rétablir son hégémonie sur la mer de Chine, tout cela participe d'une même volonté d'expansion qui est portée par une confiance en soi, par le fait que l'économie se porte bien, et par le fait qu'il y a aussi un ultranationalisme chinois en pleine croissance. Alors, on va quand même rappeler que cette ancienne colonie britannique a été rétrocédée à Pékin en 1997. Elle conserve son autonomie en vertu d'un arrangement qu'on qualifie d'un pays, 2 systèmes. Au nom de ce principe, Hong Kong jouit jusqu'en 2047 de libertés qui sont complètement inédites en Chine continentale. Ce statut spécial prendra fin en 2047. Pourquoi Pékin n'a pas la patience d'attendre jusqu'en 2047 ? Quel est l'intérêt de ce territoire ? J'arrive pas bien à lire l'intérêt de Xi Jinping. Je suis pas tellement d'accord avec ce que vous disiez sur l'économie chinoise qui se porte plutôt assez mal en ce moment. C'est bien le problème, justement. Avec des taux de croissance qui sont beaucoup moins forts que ce qu'ils devraient être, avec des révoltes permanentes ici ou là à l'intérieur du pays, et avec un régime qui se referme énormément et qui se verrouille énormément. Et Xi Jinping, à mon avis, court des risques en ce moment. Il court des risques parce que justement, cette main de fer qui n'a plus rien à voir avec Deng Xiaoping, parce que c'est avec Deng Xiaoping que ça s'est fait tout ça, c'est l'homme du capitalisme chinois. Il pourrait, Xi Jinping, jouer l'ambiguïté. Ils savent le faire, ça. C'est-à-dire sa main de fer sur le continent, et puis, justement, laisser Hong Kong pour faire croire que selon la théorie de un pays, de système. Et en fait, c'est assez étonnant qu'il fasse ça. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est encore un sujet de tension supplémentaire avec les États-Unis, parce qu'il y aura seulement les États-Unis qui vont réagir. Alors, la Grande-Bretagne, elle a tout à fait autre chose à faire. Ça réagit un peu mollement. La France, alors là, l'Europe, elle est complètement absente, ce qui est tout à fait étonnant, parce que vous savez qu'on a un contingent, ne serait-ce que la France, d'expatriés là-bas, qui est énorme, et qui d'ailleurs s'y trouvait très très bien jusqu'à présent. Vraiment, c'est un pays où vous interrogez les Français sur place, c'est vraiment, ils ne veulent pas revenir.
Et donc, c'est assez étonnant, alors que 2047, c'est quand même relativement loin, qu'ils ne se servent pas. Est-ce que c'est si loin? C'est un peu Non, l'objectif mais bien affiché sûr. de Pékin de redevenir Bien le sûr, numéro 1 bien mondial. sûr. Mais Donc ma question, voilà. pourquoi ne pas attendre? Et pourquoi la Chine Ils ont peur de- veut à ce point-là Parce qu'ils mettre ont- son ils ont empreinte vu- sur ils ont vu Hong une chose, Kong? Ils ont vu que la population avait changé. Puis c'est le leader chinois a besoin de montrer à la fois sa politique et sa puissance. Je veux dire, c'est inscrit aussi dans son histoire et ce qu'il laissera aussi à l'histoire et dans l'avenir. Mais c'est quoi? C'est récupérer une place financière qui a un peu mais non, d'importance. personnellement, moi je pense qu'il se tire une balle dans le pied parce que c'est réparer une humiliation. Agnès. Oui, mais il se tire une balle dans le pied parce que s'il y a une chose à laquelle ils ne peuvent pas toucher, c'est bien Hong Kong. Parce qu'en fait, ils bénéficient aussi de ce qui se passe à Hong Kong, c'est-à-dire les échanges. Il y a beaucoup de produits ou de biens chinois qui passent par Hong Kong et qui bénéficient des accords qu'il y a entre Hong Kong et par exemple les États-Unis. Donc c'est tout à fait pas dans l'intérêt du tout de la Chine de continuer à vouloir museler Hong Kong alors que c'est une place de liberté, et c'est pour ça aussi qu'énormément de gens sont descendus dans la rue et que les entreprises, les boîtes internationales, etc., ont laissé descendre tout leur personnel dans la rue en disant il faut montrer. Donc que la Chine se tire une balle dans le pied. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'après, on peut le voir autrement. Il faut vraiment, je pense, être au cœur du système chinois pour bien comprendre ce qui se passe. Mais on peut aussi le voir comme une façon de rappeler. Enfin, ils peuvent attendre 20 ans supplémentaires, mais de rappeler que, en gros, il y a des limites, que jamais Hong Kong ne pourra être utilisé comme étant un cheval de Troie ou comme une soupape ou comme, je dirais, un modèle pour les Chinois de l'intérieur, entre guillemets. Donc c'est aussi une forme de rappel à l'ordre, une façon d'exercer autrement que par la récupération du territoire un contrôle quand même sur Hong Kong, sur les populations hongkongaises, et aussi une volonté de puissance, démontrer une volonté de puissance dans le cadre, effectivement, des conflits, des tensions avec les grandes puissances type les États-Unis. Mais vous l'évoquiez, il y a peut-être des façons plus fines de le faire. Il y a le façons poids plus démographique. Ils pourraient attendre de jouer sur le poids démographique. C'est 150 Chinois du continent qui s'installent c'est ce qu'ils tous ont les fait à jours. Macao. Ils pourraient faire comme à Macao, Pourquoi ne pas faire ça comme à Macao, faire en ouais. sorte que... Ça serait un petit peu plus discret. Mais ils ont quand même très peur d'une chose, c'est pour ça qu'à mon avis, ils interviennent aujourd'hui. De façon... C'est qu'ils ont été très refroidis par ce qui s'est passé en 2014 avec la révolte des parapluies. Ils ne pensaient pas qu'ils se heurteraient à une résistance, notamment de la jeunesse, aussi forte. Donc pour rappel, c'était pendant plusieurs mois la jeunesse qui est dans Voilà. la rue pour la démocratie, pour le suffrage universel. Non, parce que en fait, le gouvernement hongkongais était choisi par un directement comité choisi par, et ils auraient voulu par choisir Pékin. eux leur propre exécutif. Voilà. Exactement. Et donc, ils se disent, si on ne met pas la main sur le magot, d'une certaine façon, aujourd'hui, si on ne contrôle pas cette Hong Kong aujourd'hui, dans 10, 20, 30 ans, ça sera plus possible. Parce que justement, cette culture occidentale de la liberté, de la libre expression, on ne pourra absolument plus la maîtriser à ce moment-là. Et donc... c'est là toute la... Ils jouent, ça va être compliqué. En 2047, ça risque d'être, si ça continue comme ça, ça risque d'être trop tard. On va revenir un petit peu en Pour arrière pour conclure, même si ça paraît bizarre. Il faut se rappeler, en 1997, quand le Royaume-Uni rétrocède Hong Kong à la Chine, à l'époque, les Hongkongais étaient plutôt contents, enfin pas mécontents. L'idée que la Chine peut-être allait se démocratiser... Il n'y avait pas qu'une opposition, une partie des Hongkongais, peut-être ils voyaient un petit espoir. Il y en a beaucoup qui ont pris quand C'est-à-dire même... ils étaient ambivalents. D'abord, du point de vue, disons, national, ils étaient contents pour ceux qui étaient nationalistes, car il y avait des nationalistes chinois qui sont pour la Grande Chine, étaient heureux de retourner dans le giron de la patrie tout en conservant le meilleur du système britannique. Donc ils pensaient qu'ils allaient gagner sur les deux tableaux. Mais je pense qu'à l'intérieur de la Chine aujourd'hui, il y a une montée de sentiments nationalistes, y compris au niveau académique, chez des historiens qui réutilisent la période coloniale, et notamment le rôle des officiers de la marine britannique qui venaient humilier l'empereur, etc. Et Macao, Taïwan et Hong Kong, pour eux, ce sont des vestiges
de cette humiliation coloniale. Pour revenir quand même à la rétrocession, moi je me souviens quand même de nombre de jeunes hongkongais qui faisaient quand même la queue dans les ambassades pour avoir des visas et pour avoir des passeports. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, la Chine avait le petit espoir quand même que ce soit un pays qui s'ouvre économiquement et démocratiquement. Pas pour beaucoup de jeunes hongkongais qui voyaient bien les risques qu'ils encouraient et combien ont eu la nationalité. Et moi j'en connais énormément qui sont partis à ce moment-là, qui ne le regrettent pas malheureusement, mais oui. Les sentiments qui se confirment à nouveau en 2019. Les militants pro-démocratie lancent un nouvel appel à un rassemblement de masse ce dimanche. On part maintenant en Suisse, si vous le voulez bien, où se déroule ce vendredi une grève des femmes. Et on va en parler avec un homme, Michel Cherouti, correspondant de TV5 Monde. Bienvenue dans Kiosque, Michel. On est avec vous parce que les femmes de la télévision suisse où vous vous trouvez, elles ne sont pas là, elles sont en grève. Alors est-ce qu'on doit se faire un peu de soucis pour vous et vos collègues masculins aujourd'hui ? Oh mais non, c'est gentil de vous soucier de notre santé ou notre un petit peu plus de travail. Non, c'est quelque chose qui a été anticipé. Effectivement, une bonne part de nos collègues féminines se sont jointes à la manifestation et à la grève aujourd'hui. Par conséquent, il y a peut-être un petit peu plus d'hommes qui travaillent, notamment cette fin d'après-midi, puisque la marche symbolique a débuté à 15h24. Pourquoi 15h24 ? Eh bien, parce qu'on estime que 96 minutes par jour, pour être précis, bien les femmes ne sont plus payées par rapport aux hommes. Donc l'horaire normal se terminant à 17h, on a avancé de 96 minutes. À partir de 15h24, eh bien, ces dernières sont en grève. On est ravis de vous avoir avec nous. On va avancer sur cette question, puisque dans ce pays si prospère où règne la paix sociale, les manifestations sont plutôt rares. Et c'est pourtant un mouvement qui se répète 28 ans jour pour jour après une grève qui avait réuni une femme sur 7 dans la rue en Suisse. Je vous propose de regarder cette petite archive de 91 pour se mettre en jambe. Vous avez entendu parler de la grève des femmes du 14 juin ? Oui, on l'entend aux nouvelles. Et quoi, vous pensez que c'est une bonne idée ? Ce serait pas trop tard à nous deux de faire la grève. Pourquoi c'est trop tard ? On ne travaille plus maintenant. Demandez voir au frère s'il aimerait la grève des femmes. Ah, moi, la grève des femmes, non. Mon Dieu. Alors, il faut... Je sais pas, moi. C'est pas une bonne idée ? Non, pour moi, pas. Toutes ces combines de chambardement, moi, je suis pas pour ça. C'est de l'utopie, ça, voilà. Cette année va bien pour l'utopie, le 700e. Chez vous, c'est qui porte la culotte ? C'est vous ? Ben, il aura bien la culotte aussi. Avant les catastrophes, il faut avertir. Hein. Oui. Oui, comme ça. Vous savez qu'il y a une grève des femmes le 14 juin ? Vous n'êtes pas au courant ? En Suisse, le 14 juin, les femmes, elles vont faire la grève. Mais comment ils font pour la grève ? Il faut bien faire le dîner. Je viens encore voir pour la maison, moi. Oui, voilà, au revoir. Au revoir. Bon, courage Fillon, comme ce prêtre un peu dépassé en 1991. Michel, vous êtes avec nous depuis jeudi, je peux vous le dire, on rigole plutôt ici en plateau en regardant ça. Est-ce que ça veut dire que s'il faut refaire une grève, c'est que les mentalités n'ont pas tellement changé ? Non, les mentalités ont certainement évolué. Et puis là, le cas que l'on vient de voir, c'est quand même un cas extrême. Je connais parfaitement la région où ce reportage a été tourné. Enfin, c'est un petit peu comme si vous alliez, je sais pas, au fin fond du Massif central ou dans le Vercors ou je sais pas où en France. Enfin, voilà, c'est surtout le poids de la culture qui fait qu'évidemment, en 1991, c'est-à-dire il y a 28 ans, on réagissait comme on réagissait, ce qui n'est pas forcément excusable, mais ce qui est compréhensible. Alors aujourd'hui, la raison pour laquelle cette grève a lieu, elle a lieu pour une première chose et qui a changé depuis 1991, c'est-à-dire que l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans la Constitution suisse. C'est un droit, c'est une obligation, c'est pas simplement un vœu. Et manifestement, au niveau statistique et du point de vue salarial, aujourd'hui encore, les femmes restent dans le secteur privé largement sous-payées par rapport aux hommes. Et c'est la raison première pour laquelle elles manifestent aujourd'hui. C'est pas simplement pour un changement de mentalité, c'est pour faire observer un droit constitutionnel qui n'est pas complètement, enfin qui n'est pas respecté encore aujourd'hui. Et puis petit à petit, cette manifestation s'est élargie d'une revendication salariale à quelque chose de plus sociétal, c'est-à-dire la place de la femme dans la société, et pour éradiquer ou amoindrir ou égaliser, on va dire, la place de l'homme, enfin abaisser cette société patriarcale qu'on connaît en Suisse et ailleurs dans le monde. Vous restez avec nous, Michel, je reviens vers vous. Anne et Agnès, vous seriez prêtes à faire grève pour plus d'égalité ? Est-ce que c'est une bonne méthode ? Il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a une assise de la parité qui va se tenir bientôt.
On peut... alors, je trouve ça très bien des lobbies ou des associations qui tentent de faire des choses. On peut être profondément féministe sans avoir à manifester pour. Après, c'est de l'adaptation et du contournement, mais on ne change pas des mentalités. Vous feriez grève? Bon, non, moi je suis pas très, je vois pas bien l'intérêt de faire la grève, mais bon, après tout, pourquoi pas. Hein, mais je me vois pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est sûr que quand on regarde les chiffres, quand on regarde aussi dans les entreprises, c'est toujours pas ça quand même. Il n'y a toujours pas l'égalité. Et je veux dire à diplôme égal, à formation et autres. Ce que je trouve aussi intéressant, peut-être dans ce qui se passe en Suisse, c'est aussi la résonance de ce qui s'est passé en Espagne. Parce qu'il y a d'autres pays où, pareil, il y a des problèmes d'égalité, mais il y a aussi des problèmes d'égalité et de maltraitance des femmes dans des sociétés qui sont très machistes, comme l'Espagne. Il faut se souvenir qu'il y avait eu 2 manifestations, 2018 et 2019, où il y a eu 6 millions de femmes dans les rues des grandes villes espagnoles et qui, justement, défilaient pour l'égalité, mais aussi pour lutter contre les attaques des hommes et autres. Alors Michel, est-ce qu'il faut manifester, la question s'est posée en Suisse, est-ce qu'il faut manifester avec les hommes ? Pour ma part, j'aurais tendance à dire oui, parce que l'égalité homme-femme n'est pas simplement un problème de femmes, c'est un problème sociétal qui concerne aussi les hommes, et je pense qu'il est important que tout le monde manifeste. Vous parliez tout à l'heure de savoir si c'était opportun de faire grève ou pas. Moi, ce que je constate, c'est que quand bien même on a intégré dans la Constitution l'égalité homme-femme, eh bien, elle n'est pas de fait, enfin voilà, ce n'est pas le cas dans la société aujourd'hui. Et cette grève du 14 juin a permis l'émergence d'un nombre important de témoignages, d'un nombre important d'articles de journaux, de reportages à la télévision ou à la radio qui précisément mettent en avant toutes les inégalités, qu'elles soient salariales, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient simplement dans le rapport des tâches, qu'elles soient dans la place de la femme dans la société. Et c'est un débat qu'on aurait pas ou qu'on a, mais en filigrane, enfin en fond qu'on a généralement. Donc l'avantage, je veux dire, d'une manifestation et d'une grève, plus ou moins, enfin c'est une grève, mais c'est pas vraiment une grève générale non plus, eh bien c'est véritablement de mettre l'accent sur cette problématique-là et de la faire ressortir, parce que même si on sait qu'elle existe, finalement on a un petit peu tendance à passer dessus en disant oui, mais vous savez, c'est le poids des années, le poids de la culture, donc ça va s'aplanir avec le temps. Alors là, il y a comme un sentiment d'urgence, c'est comme un cri, il y a comme une révolte aujourd'hui qui permet précisément une plus grande prise de conscience de ces inégalités, parce qu'il faut les mettre au pluriel. Yves, c'est vraiment une question de société, la place des femmes aujourd'hui ? Oui, c'est une question de société, c'est une question politique aussi, parce que je vous rappelle quand même que, pour ce qui est de la France en tous les cas, mais ailleurs c'est pareil, s'il y a eu des progrès qui sont lents mais qui sont faits, c'est aussi par volonté politique, parce que vous avez Simone Veil qui est apparue, Valéry Giscard d'Estaing et d'autres après, il ne faut pas non plus... Donc aujourd'hui, en 2019, ça se présente comment en France ? Ça se présente, je dirais que les mots qui sont dénoncés par les femmes en Suisse, c'est à peu près les mêmes en France, hein, c'est-à-dire que l'inégalité salariale est encore très très forte. Je crois que l'écart est de 25%, il ne faut pas l'oublier, donc on est encore très loin du compte. Agnès parlait des violences en Espagne, mais ces violences en France, il y a une femme qui est battue toutes les, je ne sais pas combien de minutes dans notre pays. Il y a une femme qui meurt tous les 3 ou 4 jours sous les coups de son compagnon, de son conjoint, je ne sais pas. Donc il y a encore, si vous voulez, là-dessus, beaucoup de choses à faire dans des sociétés dites développées. Là. Alors, je voudrais un petit clin d'œil en Afrique. Vous savez ce qui se passe. J'ai vécu en Afrique, dans des villages, quand il y a une rivalité comme ça, les femmes font la grève du sexe. Je peux vous dire que ça porte très très rapidement ses fruits. Et oui, c'est comme ça. Ça fait sourire autour de la table. Non, mais c'est pas du tout. C'est sérieux. Hein, c'est pas du tout. C'est pas du tout une anecdote. Oui. Il n'y a pas qu'en Afrique, Diane. Souvent, c'est une question. On dit que c'est une question de pays riches, etc. Comment c'est perçu justement? Vous parliez de l'Afrique, au Maghreb en particulier. Comment ces questions-là d'égalité homme-femme sont perçues? Alors, elles sont perçues avec beaucoup plus d'acuité puisque cette inégalité est inscrite dans la loi. Donc, il ne s'agit pas de changer les mœurs, il s'agit de s'attaquer à la loi. Et pour changer la loi, il faut passer par les parlements. Et comme ce sont des parlements qui ont voté ces lois minorisant le statut de la femme, c'est un combat qui paraît titanesque.
Et en plus, qui avance. Qui avance. Mais c'est perçu souvent comme une menace pour l'organisation, le maintien d'une culture. Donc c'est fait avec beaucoup de parcimonie, avec tout un travail, parce qu'on ne peut pas tout d'un coup changer le système. Et qu'il ne s'agit pas d'occidentaliser, d'européaniser. Je pense que la plus grande résistance ne vient pas de la religion, mais du machisme et de la mentalité patriarcale. La culture. On parlait de la loi tout à l'heure, on retourne en Suisse, il faut le rappeler. Donc, droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Les hommes ont daigné en fait l'accorder à leurs épouses et à leurs filles en 1971. Égalité inscrite dans la Constitution, on le disait, en 81. Pourquoi les femmes sont si mal loties en Suisse ? Alors ça, c'est une question, Sylvia, là, vous me posez presque une colle. Je peux tenter d'y répondre. Vous savez, il y a deux choses qu'il faut distinguer, je pense. Il y a effectivement il y a la loi, et puis après, il y a la culture, il y a le poids des traditions. Alors aujourd'hui, d'un point de vue légal, eh bien, l'égalité devrait être respectée, ce n'est pas le cas. D'un point de vue de la culture, elle ne l'est absolument pas, du point de vue du poids des traditions non plus, parce qu'on est l'héritage, vous autour du plateau, moi ici, enfin nous ensemble, on est l'héritage de 2000 ans ou plus d'éducation judéo-chrétienne, par exemple, en Europe occidentale. Il y a une chose qui me revient à l'esprit quand vous me posez cette question, je lisais l'interview, l'entretien d'une historienne qui était citée par le journal Le Temps hier, et qui mettait en avant la place des femmes immigrées dans l'émancipation des femmes suisses en général, et qui disait, mais par exemple, si on avait discuté avec les épouses italiennes qui étaient venues, qui avaient eu droit au regroupement familial et étaient venues avec leur mari pour travailler en Suisse et qui devaient travailler pour des questions salariales, si on leur avait demandé si elles voulaient véritablement travailler, elles auraient peut-être répondu non. Et pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, je parle des années 50 en Suisse, si la femme devait travailler, c'était un symbole de pauvreté. Le modèle social, c'était que l'homme travaille, que la femme soit à la maison aussi simplement pour montrer son aisance sociale. Donc pendant des années, on a fonctionné avec un système qui n'était pas forcément simplement patriarcal pour dire on va oppresser, on va opprimer la femme et l'empêcher de travailler. C'était simplement, on était dans des représentations sociales qui faisaient que la répartition des tâches s'opérait de cette manière-là. En bien, en mal, on le juge aujourd'hui, on le regarde aujourd'hui différemment. Donc, expliquer ou tenter d'expliquer pourquoi ça a pris autant de temps, c'est compliqué. Ça vous fait réagir en tout cas. Non, parce que c'est pas, il n'y a pas un seul modèle, il n'y a pas un seul modèle qui marche partout et à toutes les époques. Il y a une conception de l'égalité. Et après, elle s'articule différemment. Mais on voit bien que le statut de la femme est associé à un statut social. C'est-à-dire qu'effectivement, même encore aujourd'hui en Europe, eh bien, on a des femmes qui ne travaillent pas, mais qui font des actions sociales, caritatives, etc. Bon, donc, c'est ça, c'est comme quand on critique la place des femmes dans les pays, par exemple, du Golfe. En fait, il y a des contreparties. Il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. C'est-à-dire qu'elles sont protégées. Les femmes... Elles ont une grande liberté à l'intérieur. Elles ont une place. Chacun a une place carrée, simple. C'est écrit dans le marbre. Et on l'accepte ou pas. En tout cas, c'est ça. Et elles sont protégées. Elles ont des privilèges dans tout ce qui est vie quotidienne que, en Europe, on n'a pas. Moi, justement, ce qui me frappe, alors je ne sais pas si c'est une impression ou si c'est vraiment la réalité, mais j'ai l'impression qu'en France, par exemple, autour de moi, dans les couples, etc., l'égalité entre les hommes et les femmes est totalement évidente. Mais je trouve que dans les structures de la société, elle ne l'est pas. Politiquement, ça ne l'est pas encore. Je veux dire, quand vous allez à l'Assemblée nationale, c'est hallucinant de voir certains députés ont une vision des choses qui est hallucinante. Vraiment, on a l'impression qu'ils ont un siècle de retard. On va conclure à Genève avec vous, Michel. Comment se passe cette journée et est-ce que cette journée est déjà en train de faire bouger les lignes aujourd'hui en Suisse ? Je vous laisserai conclure là-dessus brièvement, s'il vous plaît. Alors je ne sais pas si elle fait bouger les lignes, je l'espère pour tout un chacun, parce que je pense qu'une société plus égalitaire entre hommes et femmes est aussi une société plus égalitaire en général pour toutes les couches de la société, donc on ne peut qu'aller dans ce sens-là. C'est une journée, pour répondre plus précisément à votre question, qui se passe bien. Il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées dans différentes villes suisses, plutôt bon enfant, dans la bonne humeur. Je vous le disais, depuis cette moitié d'après-midi, il y a des cortèges, il y a des manifestations qui sont dans la rue et qui s'opèrent, qui se sont mises en place. Voilà, cette revendication est là. Je pense
parce qu'elle est bénéfique, parce qu'elle pose un problème, un débat sur la table qu'on a souvent tendance à mettre un peu de côté ou à laisser aller en disant le temps permettra que les choses évoluent, puis finalement on a tendance à l'oublier aussi. Donc cette manifestation, cette grève aujourd'hui, eh bien, nous rappelle que l'égalité, en tout cas en Suisse, puisqu'on parle de la Suisse, n'est pas quelque chose qui est tangible, qui est réel, qui est atteint, et qu'il faut continuer de lutter, de travailler, de militer en faveur de cette égalité. En fin de journée, ce que ça a donné. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous depuis Genève. À très bientôt et bon courage pour cette fin de journée. On passe à la semaine de dilemme en dessin. Qu'est-ce qu'il a retenu? Eh bien, regardez, la grève des femmes aussi. Elles sont en grève. Regardez cette Suissesse qui brandit une pancarte égalité, mais elle le fait depuis la marche d'en bas sur fond de drapeau helvétique. Et après la manif, pourquoi ne pas regarder tranquillement la Coupe du Monde féminine de football? Les femmes s'emparent du bon gros fauteuil devant la télé. Aïe, concède le mari. Nous en parlions tout à l'heure à Hong Kong. Les manifestants s'opposent à la loi sur l'extradition en Chine continentale. On t'a pas demandé ton avis. Assène ce policier qui vient de matraquer un citoyen inquiet. En Algérie, 2 anciens premiers ministres du président déchu Abdelaziz Bouteflika sont en prison. C'est pour vous mettre à l'abri, leur explique ce geôlier. Les Algériens manifestent massivement en ce moment pour le 17e vendredi consécutif. Enfin, Nancy Pelosi espère voir Donald Trump en prison. 4 murs, rien que pour toi, propose la représentante de l'opposition démocrate au président américain. Elle dit préférer cette option à celle d'une destitution. Bonne ambiance aux États-Unis. Bien l'ambiance en tout cas sur le plateau de Kiosque. Merci à vous 4, merci Dylan. Merci à vous qui nous regardez. À très bientôt, à la semaine prochaine.